Bonne journée à toutes. Un dramatique accident s'est déroulé au niveau des calanques de Serrières ce mardi en fin de matinée. Alors qu'un couple d'une 60aine d'années pratiquait de l'escalade, un homme a fait une chute dans l'eau. Un jeune couple qui a assisté à la scène a porté secours à la victime en se jetant à l'eau à son tour, mais cette intervention fut vaine. Les hommes du centre de secours de Piane et un binôme de peloton de gendarmerie d'Haute-Montagne sont arrivés sur les lieux. Il n'a pas été possible de réanimer le sexagénaire. Sa compagne, quant à elle, légèrement blessée, a été transférée vers le centre hospitalier d'Ajaccio. 4 hommes de 17 à 22 ans ont été interpellés hier en soirée en flagrant délit alors qu'ils réalisaient une transaction de stupéfiants à Bastille. C'est lors d'une patrouille des policiers de la brigade anticriminalité que les faits se sont déroulés. Les policiers ont constaté un échange d'argent et des produits stupéfiants et sont intervenus immédiatement, procédant aux interpellations des 4 individus déjà connus des services de police pour des faits similaires. Ces derniers ont été placés en garde à vue. C'est une belle histoire qui s'est déroulée à Valle di Mezzana le 23 mai dernier. Les gendarmes de Corse-Sud ont été sollicités pour la disparition inquiétante d'un garçon de 11 ans sans appui aérien. Un gendarme maître chien et son animal sont partis à la recherche de l'enfant. Après une longue piste, quelques acrobaties et une chute du gendarme sans gravité, le chien, prénommé Scar, a retrouvé l'enfant sain et sauf. Une histoire qui se termine bien et qui démontre toute l'efficacité des équipes cynophiles de la gendarmerie. C'est au tour d'un verre de vin à Patrimonio que la ministre déléguée au tourisme Nathalie Delattre a conclu 2 jours de visite en Corse. Après une étape ajaxienne ce lundi, c'est à Corte, l'Isola et Patrimonio que Nathalie Delattre a poursuivi son déplacement autour de plusieurs questions. Celle de flux touristique a été abordée avec en tête la nécessité de faire respirer certains sites surfréquentés ou près de la ligne rouge. Autre perspective, l'agrotourisme et le no-tourisme qui sont des filières ayant l'avantage de pouvoir fédérer aussi hors saison. À ses yeux, les projections en termes de passagers pour cette année sont positives et ce malgré les surtaxes sur le transport qui inquiètent un certain nombre de professionnels du tourisme. C'est tout le sens de ma visite, c'est de pouvoir mettre en lumière ce tourisme, le no-tourisme, qui connaît déjà du succès puisque nous avons en 8 ans noté 20% de croissance. Aujourd'hui, en France, c'est 12 millions de no-touristes qui commettent 33 millions d'achats par an. Donc ça veut dire qu'un no-touriste va en moyenne visiter 3 propriétés et acheter de la production viticole. C'est un tourisme qui pour nous est important parce que dans la stratégie nationale, nous voulons développer du tourisme durable tout au long de l'année et dans la ruralité. Et donc le no-tourisme, l'agritourisme en général est dans le cœur de cible de la stratégie. Alors vous avez parlé effectivement de toutes les strates du tourisme en Corse. Il y a une véritable inquiétude de la part des professionnels, c'est par rapport au prix du transport. On sait qu'il y a eu de nouvelles écotaxes qui ont fait augmenter le prix du billet d'avion, augmenter aussi le prix du billet de bateau. Comment faire pour que le tourisme en Corse continue d'exister dans sa plénitude avec ces nouveaux obstacles ? Eh bien, effectivement, s'il y a eu des augmentations, nous ne constatons pas d'effritement de la fréquentation puisque sur les projections aériennes, nous voyons que les réservations sont en hausse. Mais il n'en reste pas moins que nous avons entendu la remarque que la collectivité est en train de travailler sur une idée assez originale, sur l'achat de flux. Moi, je vais vérifier juridiquement si cela est possible, vérifier que ce type d'achat ne soit pas requalifié par l'Europe comme étant des subventions déguisées, ce qui effectivement nous pénaliserait. Donc nous travaillons avec la collectivité, les élus, sur les solutions qui pourraient être adaptées à la Corse. Alors vous avez aussi insisté sur le tourisme rural. Selon vous, est-ce que ça peut être un débouché pour un tourisme plus qualitatif et qui rapporte donc plus d'argent, professionnels du tourisme en Corse ? Alors ce qui rapporte plus d'argent, c'est de pouvoir avoir des visiteurs qui restent plus longtemps. Donc il faut diversifier l'offre et moi je n'ai vu que des initiatives positives en Corse par rapport à ça. Dire que les visiteurs aujourd'hui attendent du multi-expérientiel, c'est-à-dire de pouvoir, lors de leur séjour, déguster de la production, que ce soit du vin ou des produits agricoles différents, qu'ils puissent faire un tour en vélo, qu'ils puissent avoir un moment bien-être à travers un spa, une thalasso, avoir la visite d'un musée. Et donc on voit bien qu'on doit créer des itinéraires qui permettent aux visiteurs d'avoir plusieurs expériences. Et c'est le cas ici. Vous avez aussi des chemins de randonnée qui
qui permettent de rencontrer des touristes qui sont de plus en plus attirés par la nature et les activités de plein air. Moi, je pense qu'il ne faut pas antagoniser l'écologie et l'économie. Il y a à trouver des outils de gestion des flux. C'était le thème de la table ronde que nous avons eue à l'île Rousse avec les professionnels et les élus. C'est à un moment donné comment on peut réguler ces flux, faire en sorte que des touristes soient envoyés dans d'autres territoires qui, eux, connaissent moins de flux pour la découverte et que des sites remarquables soient effectivement préservés pour les générations futures. Le mot quota n'est pas tabou dans ce domaine-là, par exemple ? Non, le mot quota n'est pas tabou, c'est-à-dire qu'il faut trouver des outils de régulation. Ça peut être par le moyen de réservation, par le moyen de paiement d'entrée de ces sites, par la fermeture des sites. C'est-à-dire que tout est sur la table, tout est ouvert pour regarder comment on peut allier effectivement tourisme et préservation. Mais vous savez, les touristes de plus en plus sont les premiers à demander que ces sites soient préservés et à comprendre qu'il y a des règles et qu'il faut se protéger effectivement de mauvais comportements. Donc nous avons une table ronde très intéressante et qui va permettre d'avoir des perspectives puisque Atout France, mon opérateur national, va suivre certains sites qui aujourd'hui ont ces problématiques pour les aider à gérer leurs flux. Ce mardi 27 mai 2025, à l'occasion de la réunion qualité du réseau départemental France Service, Jérôme Philippine, préfet de Corse, et Patrice Rossi, directeur régional adjoint d'EDF CI Corse, ont signé une convention de partenariat permettant désormais aux citoyens d'accéder aux démarches avec EDF dans les espaces France Service. En complément des accueils clientèle d'EDF, les conseillers France Service vont désormais accompagner les clients dans leurs démarches simples en ligne, comme suivre leur consommation, enregistrer leur relevé de compteur, consulter et payer leurs factures, en obtenir un duplicata, accéder à l'application mobile EDF Dom et Corse, faciliter l'utilisation du chèque énergie sur sa facture ou encore effectuer leurs démarches sur le portail raccordement d'EDF Corse. Après avoir obtenu l'amélioration des conditions de prise en charge des familles dans les aéroports du continent, l'association INSEM a souhaité œuvrer à une mise en œuvre complète, plus globale, incluant la Corse, afin de respecter également les préconisations du CESEC. L'association a ainsi sollicité la collaboration de la CCI de Corse. En effet, bien que la plupart du temps, les Corses se rendent logiquement à l'aéroport au dernier moment, dans certaines circonstances, il peut être nécessaire d'avoir accès à une salle d'attente et de repos, comme par exemple en cas de trafic perturbé, de vols retardés ou annulés. De même, en période de forte activité, il arrive que les aéroports soient surfréquentés et qu'il n'y ait plus de place assise disponible dans les salles d'embarquement. Très rapidement, le président de la CCI de Corse a répondu favorablement à ce projet de collaboration en proposant de commencer par les aérogares et d'œuvrer dans un second temps dans les terminaux maritimes. La salle de repos d'Ajaccio, la première à être mise à disposition des passagers médicaux. Les autres sont en cours d'aménagement. Le dispositif amène plus loin puisque toute personne présentant un justificatif de rendez-vous médical sur le continent recevra une carte qui permettra un accès prioritaire au comptoir d'enregistrement, un accès prioritaire au contrôle de sécurité et un accès au espace ou INSEM. À terme, cette procédure sera disponible dans tous les aéroports de Corse, comme nous l'explique notamment Christine Berenguer, vice-présidente d'INSEM. L'association INSEM milite depuis la première heure pour ces salles de repos parce qu'au-delà de tous les soucis de santé, il y a les problèmes logistiques qui alourdissent tous les parcours de soins. Et donc évidemment, notre premier réflexe a été sur les aéroports du continent, mais chez nous aussi, dans tous les lieux de transit, il peut y avoir des retards, ce sont des lieux bruyants, et c'est vrai que pour les familles de malades qui sont fatiguées, une petite bulle de sérénité, c'était très important. En septembre dernier, donc on a sollicité la CCI de Corse à ce propos. Ils nous ont répondu très vite et ils nous ont vraiment reçus avec écoute et bienveillance. Ils ont de suite répondu aux attentes. Donc là, aujourd'hui, Ajaccio, c'est le premier pas. Et normalement, à Bastia, Calvi et Figueres, d'autres salles vont suivre. Donc, ils sont aménagés vraiment pour les patients. Sans compter que, si je peux me permettre de le préciser, à Ajaccio, ils ont également mis en place un parcours prioritaire, en fait, pour les patients qui se déplacent pour raison médicale. En fait, toutes les familles qui doivent partir et qui ont un rendez-vous, enfin les familles ou les
les patients, qui ont un rendez-vous sur le continent, en montrant en fait leur rendez-vous médical, ils vont être identifiés comme patients prioritaires. Ils vont pouvoir rester dans le spa sous INSEE le temps qu'ils le souhaitent, et au moment de l'embarquement, même au dernier moment, ils auront un parcours prioritaire accompagné par des agents. Vous aviez consulté avant cela les patients, les familles de patients, par rapport notamment au CESEC, il y avait une étude qui avait pu être menée sur les besoins? Oui, tout à fait. Vous savez que l'association, elle représente également les usagers. Et c'est vrai que là, notamment au CESEC et puis auprès de l'ARS, maintenant, il y a un parcours Corse Continent qui a été créé au sein du PRS. Donc, c'est vrai que cette problématique avait été identifiée. Et autant sur le continent, c'était évident. Et c'est vrai qu'en Corse, c'était vraiment le deuxième volet. Et malgré tout, on reste un territoire très touristique, donc avec des engorgements, parfois des retards. En même temps, on a également des patients qui se déplacent du rural vers les villes desservies et qui, des fois, sont fatigués par le trajet, en plus de la maladie. Donc oui, c'est vraiment quelque chose qui a été mis en lumière. Et voilà, c'est une belle avancée, je pense, pour le soutien aux personnes malades. C'est une bien mauvaise nouvelle qui était signifiée aux dirigeants du club de football du FC Ballane ce mardi. En effet, la DNCG, le gendarme financier du football, a décidé de rétrograder le club balanais en National 3. Dans la foulée, les dirigeants du FC Ballane ont annoncé leur intention de faire appel de cette décision. Lors de l'audition, certains documents requis n'ont pu être présentés dans les délais impartis, ce qui a entraîné une incompréhension sur plusieurs aspects du dossier. Le FC Ballane tient à préciser que l'ensemble des pièces manquantes seront transmises dans les plus brefs délais. Le dossier sera intégralement complété et conforme lors de l'examen en appel, écrit notamment le club dans une communication. Le FC Ballane, qui se dit confiant et déterminé à apporter tous les éléments nécessaires pour démontrer sa solidité financière et administrative et ainsi faire valoir son maintien en National 2. En culture, auteur de nombreux ouvrages, Guillaume Vuillemot vient de publier aux éditions du Merchez un livre intitulé Daniel Casanova, une héroïne corse. Remontant à l'enfance de ce personnage historique majeur, donc à la petite Vincentella de Piana, l'auteur nous raconte l'histoire de cette figure de la résistance, de son exil sur le continent à ses premiers combats politiques. Daniel Casanova est toujours resté fidèle à ses valeurs de solidarité et d'humanité. Sa détestation de l'injustice et des inégalités vont conduire Vincentella, rebaptisé Daniel à l'âge adulte, à mener des combats bien périlleux dans un monde particulièrement violent, en pleine mutation. L'auteur clôt son récit à Auschwitz, où Daniel Casanova livra son dernier souffle à l'âge de 34 ans. Écoutez Guillaume Vuillemot, auteur de Daniel Casanova, une héroïne corse. Ça fait plusieurs années maintenant que je travaille sur des personnages que j'appelle issus de ce que j'appelle les mémoires effacées. C'est-à-dire c'est tous ces personnages qui ont été centraux à un moment donné dans l'histoire de la nation et qui petit à petit se sont effacés. Mon dernier ouvrage était consacré à Eugénie Eboué, qui était la femme certes de Félix Eboué, qui lui-même a un nom qui s'efface de plus en plus, qui est aujourd'hui encore la seule femme à avoir été députée, sénatrice, membre du Conseil économique, social et environnemental, donc la seule femme à avoir siégé au sein de nos 3 assemblées, qui a été une anthropologue absolument extraordinaire, qui a beaucoup œuvré pour le droit, l'égalité des droits de traitement des enfants, qui a beaucoup œuvré pour le droit, l'accès à la culture, les droits des anciens combattants issus de ce qu'on appelait l'Empire, et qui aujourd'hui a en tout et pour tout 3 rues, dont une impasse à Paris, et un collège qui porte son nom en Guyane, qui était son pays natal. Tous ces personnages-là, et Daniel Casanova pour moi en fait partie, c'est-à-dire que ce sont des personnages qui au fur et à mesure des années, mais ça remonte à quelque chose qu'on peut dater avec Jules Ferry 1870 et quand on a commencé à parler d'un roman national, mais s'effacent et sont considérés comme étant des personnages périphériques et donc quittent la mémoire et surtout nos livres d'histoire. Et moi j'ai envie de remettre en avant ces personnages-là, qui sont d'abord des personnages excessivement inspirants, d'une grande modernité. Quand on prend les propos de Daniel aujourd'hui, ils sont absolument contemporains sur plein de sujets, sur la lutte contre les inégalités, sur les engagements sur la justice humaine, etc. Et ce sont des personnages qui sont pas très éloignés de nous, donc finalement qui peuvent être des modèles assez inspirants. Dans votre ouvrage, Daniel Casanova, une héroïne corse, vous racontez son histoire en partant de très loin, puisque vous remontez à Vincentella, c'est ça, hein? Absolument, puisque alors peut-être que c'est aussi pour ça qu'elle a un peu disparu, c'est qu'en réalité elle s'appelait Vincentella, elle s'appelait pas Daniel, elle a pris ce prénom de Daniel quand elle est venue sur le continent et qu'elle a commencé à s'engager au sein du Parti communiste à Paris. Enfin, pour moi le personnage s'explique au travers de son éducation, au travers de sa naissance, au travers de ce qu'elle a vécu en étant à Ajaccio et en partageant son temps entre Ajaccio et Piane. Si on ne comprend pas son éducation corse, on ne comprend, je trouve, pas bien son engagement à partir du moment où elle rentre en résistance contre les injustices, qu'elles soient sociales ou politiques, et particulièrement au moment de la guerre d'Espagne et bien évidemment ensuite au moment
moment de la Seconde Guerre mondiale. Et tout ça, finalement, elle le voit et ça se forge dans sa naissance ajaxienne. Et par exemple, lorsqu'elle croise les premiers réfugiés qui ont quitté pendant la Première Guerre mondiale, qui étaient des réfugiés juifs qui sont venus à Ajaccio pour se protéger des troupes ottomanes. Et je pense que c'est là probablement le premier moment où elle voit ce qu'est un réfugié, ce qu'est quelqu'un qui est victime de quelque chose en raison de son origine, ou en raison de sa religion, ou en raison de sa couleur de peau. Tout comme quand elle lit enfant La case de l'oncle Tom, qui va la bouleverser comme livre et qui va être aussi pour elle un autre choc, qui est comment un être humain peut traiter un autre être humain de cette façon-là. Ce lien avec la Corse, d'ailleurs, tout au long de sa vie, et on le voit dans votre ouvrage, est maintenu. Alors, elle part faire ses études sur le continent, et puis ensuite, on connaît évidemment la suite, mais il y a toujours ce rapport étroit quand même avec la Corse. C'est fusionnel. D'abord, elle a besoin d'y revenir régulièrement. Elle va recréer à Paris une espèce de petit village corse dans son appartement quand elle épouse Laurent Casanova. Elle aura à la fois son cabinet dentaire, cet appartement, et elle en fait une espèce de place de village corse, c'est-à-dire que l'appartement est ouvert en permanence. On y reçoit, on y chante, on s'engueule parce qu'on n'est pas d'accord sur un certain nombre de choses, mais c'est déjà tous les Corses de passage à Paris à l'époque passaient à un moment donné dans l'appartement de Daniel Casanova. Elle a ce besoin viscéral véritablement de venir se ressourcer en Corse. Elle fera venir des gens comme Maurice Thorez, comme Paul Nizan, et c'est là où ils apprendront ensemble la signature du pacte germano-soviétique qui sera un choc au sein du Parti communiste français à l'époque. Mais en tout cas, oui, pour elle, la Corse, Ajaccio et particulièrement le Calanque de Piane et le golfe de Porto sont des endroits importants et indispensables dans son existence. Est-ce que selon vous, Daniel Casanova n'est pas à contre-courant du monde d'aujourd'hui en quelque sorte, lorsqu'on regarde les trois personnalités les plus puissantes dans le monde actuellement, Donald Trump, Xi Jinping et Poutine, est-ce que Daniel Casanova, c'est pas un petit peu l'antithèse de tout ça? Alors c'est totalement l'antithèse de tout ça, c'est totalement une combattante de ces postures-là, c'est-à-dire que pour elle, ce qui est le plus important, c'est l'humain. Avant tout, c'est la lutte contre toutes les injustices. Donc elle est à contre-courant, mais elle a peut-être aussi, quand elle se bat contre les franquistes et quand elle va soutenir la République espagnole en danger, en organisant des grandes collectes de fonds, ces personnages-là émergent aussi encore plus quand face à eux, il y a des gens qui ont des attitudes qui sont absolument épouvantables et particulièrement nuisibles pour l'humanité. Ce que je n'arrive pas à voir aujourd'hui, c'est émerger une nouvelle Daniel Casanova ou un nouveau Nelson Mandela dans ces situations-là. Il y en a certainement, et ils sont peut-être moins visibles parce que ces opposants qu'ils ont face à eux, non seulement sont les opposants politiques, mais tiennent aussi aujourd'hui quelque chose qui est malheureusement incontournable, qui sont les réseaux sociaux, les médias, ou en tout cas une partie des médias, etc. Donc c'est difficile d'émerger. Daniel, elle a bien compris à quel point, par exemple, les médias étaient importants. Elle crée un journal. Elle crée un journal pour les femmes. Elle crée avec le journal de France, le journal des femmes françaises, elle en fait une véritable tribune pour les femmes. Il faut se dire que quand son engagement pour le féminisme est un engagement à une époque où les femmes n'ont pas le droit de vote en France. Et donc elle va donner la parole au travers des médias à des femmes et elle va pouvoir porter une parole qui est différente. Donc oui, elle est à l'antithèse de ces personnalités-là aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 28 mai 2025, jour de la Saint-Germain. C'est une belle journée que nous avons au programme sur l'ensemble de l'île avec du soleil dans un grand ciel bleu. Des nuages traîneront ci et là, mais ils seront sans conséquence. Ce beau temps sera accompagné d'un vent faible et de températures en hausse jusqu'à 28 degrés cet après-midi du côté de Portivecchio, 26 à Bunivaggio, 23 à Bastia, Ajaccio, 22 à Cal, Vélize ou La Sarthe, Vic ou Cervione, Pietral, Bazzi, Cavo 11 à Rugliano et 20 à Prunello di Fiumorbo. Ce journal est terminé, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans quelques secondes pour votre agenda culturel.